Recording is on. Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Lee Pasco. Et aujourd'hui, on continue notre cheminement avec la méthode Silva et le sport. Je trouve que c'est un module qui est très très complet et qui va un peu dans une façon de voir différente des outils qu'on a l'habitude de connaître. Donc, le nom, ça s'appelle Silva Star Athlete Programme. Est-ce que tu sais si ce programme existe encore? Dans le sens est-ce qu'il y a toujours des gens qui enseignent? Je crois que non. Je crois que non. Mais il y avait déjà, il y avait ça, le Silva Star Athlete. Et avant ça, il y avait tout un système Silva pour les sportifs. Ouais. Il y avait même un moment où j'avais une femme très enthousiaste à Monaco avec qui on allait traduire tout ça en français, mais ça s'est tombé dans le panne. Mais il y avait plusieurs versions de cela, en fait. Parce que tu vois, à ma connaissance, je connais personne qui l'enseigne comme un cours aujourd'hui. Faudrait voir si... parce que moi, s'il y avait quelque chose peut-être à étudier ou à mettre en avant, c'est quelque chose qui me plairait bien, vu que je suis dans le monde du sport quand même une grosse partie du temps. Si Silva International a encore des cours ou a envie de former, ou je sais pas, tu vois, il faudrait que j'envoie un mail ou que tu en parles, mais moi, ça me dirait bien, parce que c'est quelque chose que je peux facilement tester en plus régulièrement. Là, tu vois, il y avait un truc super sur la vidéo. À la fin, c'est dans les bonus, il y a, ils appellent ça, World Series MVP, Prize Silva Techniques. Et en fait, c'est les gars des Red Sox au baseball, et je crois que c'est Chicago, qui, années 75, je crois que la vidéo a été de 75, on les voit en train de s'entraîner à la méthode Silva. Et alors, attends, j'ai trouvé ça génial, parce que, en fait, le jour 3, donc je rappelle, le jour 3, c'est là où on rentre dans les différents mondes. Et là, pour les gars qui font du baseball, l'instructeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit vous prenez votre balle de baseball, vous la mettez là, vous prenez votre batte de baseball. Exactement. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Les Red Sox, c'est quand même une des plus grosses ça fait partie de la ligue majeure aux États-Unis. Et alors, attends, je crois qu'à la fin, il écrivait un truc dessus, que je te dise pas de bêtises. Mais je crois qu'il y a un des gars qui a carrément fait un peu la pub de ça quand il est devenu MVP en 78. Alors, attends. La vidéo a été diffusée sur la CBS, un programme le 13 juillet 75. Il raconte l'histoire des White Sox qui se sont ouverts durant l'entraînement du printemps à la méthode Silva. Deux des jeunes athlètes ont pris le cours, donc Goose Gossage et Bucky Dent, qui ont tous eu une carrière Hall of Fame. Dent a été nommé le MVP en 78 et a joué avec les Yankees après. Et il dit, la méthode, les techniques Silva m'ont aidé à avoir plus de concentration et m'aident à me relâcher avant les matchs à pression. En 92, après avoir été le manager des Yankees, il a ajouté qu'il recommande cela à ses jeunes athlètes. J'ai trouvé que c'était chouette parce que là, on a vraiment des gars qui sont au top niveau. Voilà, c'est l'élite du baseball. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé génial, outre le fait du travail de visualisation, maintenant, je viens de dire en sport, c'est devenu commun, mais le coup de se dire, on va travailler le monde subjectif, mais pas, tiens, c'est une feuille, tiens, c'est une pierre, mais c'est la balle de baseball, c'est la batte, et tu ressens, et t'entendais l'instructeur qui disait, maintenant, tu sais ce que ressent la balle, tu sais comment la balle est, comment elle peut ressentir les choses, comment elle peut travailler sur la rotation, etc., etc. J'ai trouvé ça hyper amusant, pertinent et super intéressant dans le travail qu'on peut avoir. Et là, je vais faire un parallèle avec business, où, souvenez-vous, avec business, on disait, le matin, quand vous arrivez au boulot, mettez-vous, faites votre méditation, et puis, n'oubliez pas que vos outils, le téléphone, le PC, etc., vous pouvez les programmer
pour que vous soyez optimum, en tout cas que vous ayez un lien qui soit juste. Ben là, c'est un peu pareil, c'est un peu se programmer et comprendre son objet du quotidien. Je suis tennisman, ma raquette, comment je tape une balle, etc. Et de le voir de façon complètement différente et subjective pour obtenir un résultat. Ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Tu l'as déjà fait, cette espèce de travail de 3-0-3, en fait, de travail sur la projection subjective avec d'autres choses que ce qu'on nous propose dans le basique. Tu l'as déjà proposé autrement? Dans le cours de base, en fait, je suis supposée faire ce qui est mentionné, mais par exemple, quand j'ai des anciens diplômés qui reviennent, je dis, écoute, tu n'es pas obligé de refaire les mêmes choses. Et par exemple, il y avait une femme qui avait une boutique de bijoux. Je dis, mais toi, tu pourrais, par exemple, entrer dans l'argent, dans l'or, dans des pierres précieuses et c'est régalé. Mais à part ça, justement, donner aux anciens un peu, justement, de liberté à explorer autre chose. J'ai pas fait dans le séminaire de base, mais pour un cours qui est spécifiquement, justement, pour les sportifs ou les artistes, etc., on pourrait faire des adaptations. Et justement, cette idée que tu pourrais faire la méthode Silva pour les sportifs, je trouve c'est génial. Et avec Silva International, ils sont toujours ouverts. Alors, d'abord, ils disent chaque instructeur a le droit de présenter ses propres ateliers. Et s'il veut créer une journée complète, bon, il faut simplement, il doit envoyer quand même un résumé pour avoir l'approbation. Donc, je suis sûre justement qu'on peut y trouver une approbation officielle qui ça devient justement un cours officiel en français. Ça, c'est chouette. Ouais. Bah, tu sais que moi, quand même pour être dans ce milieu-là depuis très longtemps et d'avoir vu vraiment l'émergence de l'hypnose, de la PNL, de la préparation mentale, mais je l'ai vraiment vu, on va dire, c'est peut-être 10 dernières années, parce que je me souviens qu'un copain m'avait envoyé un podcast de Joe Rogan. Donc, tu sais, Joe Rogan, c'est un des grands podcasteurs américains. Et Joe Rogan, il fait du jiu-jitsu brésilien, il fait du taekwondo. Et il reçoit souvent des athlètes qui font du MMA. Et à l'époque, je me souviens qu'il avait reçu un gars qui commençait à dire, moi, j'ai un combattant pro. Il dit, moi, je fais de l'hypnose pour me préparer. Et Rogan, au départ, c'était foutu de lui, en train de dire c'est bon, les trucs de visualisation et tout, les trucs un peu wouhou, ça sert à rien. Et le gars, il dit non, moi je suis sérieux, ça marche vraiment bien et ça me permet d'être comme ceci, comme cela. Ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, quand tu écoutes les athlètes, et je vois en France, on a la chance d'avoir des super coachs qui sont vraiment holistiques dans leur manière de voir la préparation de l'athlète, beaucoup embauchent des hypnotistes, des PNListes. Bon, les sophrologues, depuis très longtemps, c'est très proche du monde du sport parce qu'il y a la respiration, mais de plus en plus. Et je me dis clairement, effectivement, comme tu dis, il y a à adapter, et c'est ça que j'ai aimé dans ce petit reportage, et dans la manière dont Ed présente ce cours-là, tu sens que c'est vraiment adapté. Il adapte constamment la façon de voir Silva avec quelque chose de concret. Il faut que la personne puisse ressortir en se disant ça sert à quelque chose. Mais comme la semaine dernière, je te disais, avec le Hector qui dit les premières fois que j'ai dit à mes gars ok, l'entraînement aujourd'hui, c'est fermez vos yeux et relaxez-vous, c'est un peu particulier. Sauf que avec la chance qu'on a d'aujourd'hui, où justement les athlètes ou les jeunes athlètes sont habitués à ça, ça ne les dérange pas du tout. Moi, là, tu vois, j'ai fait un audio sur la préparation mentale pour le sport. J'ai mis sport et événements divers. Et j'ai eu déjà énormément de retours dessus où les gens ils disent c'est super, ça me permet de préparer tel événement, telle chose. Donc aujourd'hui, la prépa mentale est devenue quelque chose de normal. Et je trouve que la méthode là-dessus, elle peut être cool, ne serait-ce que la première version, apprendre à être à aller en alpha, apprendre à commencer à avoir la zone de confort. Alors eux, ils reviennent à chaque fois. Là, j'ai écouté aussi tous les exercices parce que tu sais qu'à chaque fois que j'écoute tout le cours, il y a des exercices, il y a des programmations. Donc je me retape toutes les programmations à chaque fois. Et là, à chaque fois, les programmations, en fait, ils les adaptent une petite part. Tu sais, c'est vraiment une parenthèse. Tout le reste, c'est tout ce qu'on connaît. Puis, il y a un truc bien spécifique où ils programment 3-4 éléments et ils sont bien pertinents. Je trouve que c'est bien structuré. Bon, il y en a certains, j'adhère pas trop, mais il y a certains aspects vraiment hyper intéressants. Ça, je pense que c'est un vrai plus
à partager. Encore plus si on laisse, tu vois, un audio à la personne. Lui laisser la préparation qu'on lui a proposée, lui laisser en audio pour qu'il puisse continuer à l'écouter post-cours. En tout cas, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a du sens aujourd'hui et qui pourrait complètement plaire parce qu'il y a énormément d'athlètes qui veulent se préparer et être optimum mentalement dans leur démarche. Justement, ce que j'avais noté ça. Il y a 3 éléments clés qui mettaient en avant. Alors, c'était pas là. Voilà. Pour développer les performances, il prend surtout 3 éléments qui sont le coach mental, développer un état d'esprit particulier et la programmation et trouver le meilleur moment pour se programmer. J'ai trouvé ça assez amusant. Alors, le dernier point déjà, parce que c'est vrai que enseigner à un athlète ou à quelqu'un qui va avoir… Alors, à nouveau, on vous parle de sport, mais ouvrez ça à l'art, ouvrez ça à quand vous avez des discours à faire ou des présentations à faire, vous pouvez complètement garder le même état d'esprit. Cette notion de trouver le meilleur moment pour se programmer, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je n'aurais pas pensé pour un athlète, tu vois. Je lui aurais dit, tu vois, tu as ton horaire de quoi, tu as ton coaching, entre guillemets, avec ton préparateur mental, et puis après, tu demandes qu'il répète ces routines que tu travailles avec, entrer en transe, utiliser son ancrage, etc., etc. Mais je n'aurais pas dit, tiens, il faut trouver le meilleur moment. Alors, il dit au départ, souvent le meilleur moment est le soir ou le matin, mais il dit, c'est à vous de trouver le meilleur moment. Ça aussi, j'ai trouvé que c'était bien, cette espèce de liberté. Est-ce que tu as déjà eu des retours de personnes qui te disaient, moi, le meilleur moment pour me programmer, c'est pas forcément le soir, c'est pas forcément le matin, mais c'est un autre moment. Et je sais pas, quand je suis sur la route pour aller à mon yoga ou quand quand j'ai laissé les enfants à l'école et que je me dis, là, j'ai 20 minutes pour moi et c'est le moment où je peux me programmer. Est-ce que tu as déjà eu des retours comme ça où l'horaire de programmation, la période de programmation n'est pas le matin ou n'est pas le soir? Tu as déjà eu ça comme feedback? En fait, les gens se programment quand ils veulent, hein, mais donc j'ai pas eu forcément beaucoup de feedback par rapport à quel est le bon moment, hein, parce que je crois que les gens comprennent, il y a une certaine liberté. Par contre, la technique, trouver quel est le meilleur moment pour se programmer, est une technique, Sylva, connue, mais qui n'est pas dans le séminaire de base. Mais là, comme tu dis, si c'est dans le cours Sylva Athlete, je trouve que c'est excellent, hein, parce que les athlètes, ils doivent vraiment prendre compte de leurs horaires, leur énergie, leur état de concentration. Et effectivement, je crois que c'est dans le cours ultra, je ne sais pas, mais j'ai déjà entendu, il y a une technique où on se programme pour trouver le meilleur moment pour se programmer, justement. Ah ouais, il y est dans l'ultra. Oui. Là, Ed a dû l'introduire justement pour les sportifs parce que pour eux, c'est assez important. Alors, ça c'est pour les diplômés, ça peut être un truc aussi à cogiter. Il se peut que, admettons, il y a quelque chose qui, pour l'instant, ne convienne pas ou que vous n'arrivez pas, en bossant avec vos techniques Sylva, à avoir une réponse. Que le projet reste en projet, hein, et vous n'avez pas encore la solution. Ça peut être intéressant de vous programmer à savoir quand est-ce que ça peut être le plus intéressant, un peu comme un peu comme le je me réveille au milieu de la nuit pour savoir quand est-ce que je vais faire ma communication subjective. C'est la même chose. Ça serait intéressant ça de bosser parce qu'il y a peut-être des moments, vous n'êtes pas dedans. C'est vrai qu'il y a des moments, on a une espèce d'envie de vouloir programmer quelque chose ou en tout cas être très très actif alors que c'est notre esprit, notre énergie, tout ça n'est pas dans le bon système, dans la bonne direction. Parfois, il faut juste passer le quart d'heure ou ces 10 minutes à se recentrer, à ne rien faire d'autre et à ne pas chercher à modifier quoi que ce soit ou juste peut-être un peu à nettoyer les choses qui sont un peu prenantes, plutôt que déjà programmer quelque chose. Est-ce que tu as cette impression-là que… parce que tu vois, moi je le vois par rapport à moi qui bosse beaucoup en auto-hypnose / Sylva, c'est vrai que j'ai toujours l'envie de faire un peu plus, à la place juste parfois de me dire, avec le temps j'ai appris à me restreindre, mais tu vois, juste à me dire, ok, là je suis pas au top, à la place de programmer un truc, je vais déjà juste
apaiser les choses. Donc, on revient à la gestion du stress. Hein. Apaiser les choses, revenir, te recentrer, te reformer, te refocaliser. Et puis, on verra ça ce soir. C'est pas, ouais, je ne suis pas à 3 heures près ou à 5 heures près pour faire quelque chose. Est-ce que tu... cette différence-là entre je pars sur ma méditation juste pour m'apaiser et je pars pour programmer, c'est quelque chose que tu mets en avant parce qu'effectivement, il y a des moments où on peut vouloir se programmer alors que ce n'est pas le moment et qu'il suffit simplement de se relaxer. Est-ce que c'est un élément que parfois tu mets en avant ou tu as eu des retours par rapport à ça, à dire, bah, comme je viens de le faire, il y a des moments où je veux programmer, mais en fait, mon être, il me dit juste, relâche-toi, calme-toi. Sinon, ça ne sera pas positif. En tout cas, ça n'amènera rien de constructif. Tu as déjà eu ce type de feedback-là? Je le mets en avant pour certains types de stagiaires. C'est surtout les gens qui sont très anxieuses, qui ont beaucoup de problèmes et qui me disent « Oh là là, il y a tellement de techniques et je me sens super stressée et qu'est-ce que je dois faire d'abord et combien de… » Et là, je dis carrément « Écoute, ne pense même pas à programmer pour le moment. Passe toutes tes séances simplement en méditant, en entrant à l'intérieur de toi-même, en trouvant ton centre, parce que c'est pas la peine justement de faire toutes ces programmations si tu ne te sens pas vraiment bien ancré en alpha. Et finalement, une fois qu'ils apprennent à faire ça, beaucoup des autres choses se résolvent automatiquement. Donc, tu as absolument raison, il ne faut pas forcer à se programmer si on sent qu'on n'est pas au bon niveau. Tu sais que c'est un des trucs qui est assez compliqué. Je suis en train de regarder l'expérience et j'ai pas mal d'éléments qui me reviennent en tête. Et tu sais, c'est un petit peu se dire, je vais partir faire ma méditation, mon auto-hypnose ou ma sophronisation, qu'importe comment les gens vont l'appeler, mais je ne vais pas chercher autre chose que vivre ce que j'ai à vivre dedans. Ouais. Surtout quand on y pense avec l'état d'esprit un peu de José, on peut se dire, mais attends, tu fais quelque chose parce qu'il y a un besoin. Mais parfois, le besoin, on l'a mal défini. On revient à ce qu'on disait il y a 2-3 podcasts, où il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on veut et quel est le problème. Tu dois sortir du déni. Et parfois, on veut programmer alors qu'on n'est pas prêt. Et juste se dire, je vais descendre à niveau et me dire, je me retrouve, je me calme et je ne fais rien d'autre que ça. Je fais ma séance d'hypnose, d'auto-hypnose ou de méditation à me dire, bah voilà, je trouve mon niveau, je maintiens mon niveau, je développe ce niveau, ou je développe juste une stabilité de transe pour les personnes qui sont en auto-hypnose, et c'est tout. Et ben, tu sais que mine de rien, c'est compliqué. Parce qu'on a tellement l'habitude de se dire, je fais ça, il faut que je fasse autre chose, qu'on oublie que déjà faire ça, c'est déjà faire quelque chose. Et je trouve que c'est un peu compliqué. On a beau le répéter, on a beau le savoir et on a beau se dire, attention, le cœur de la méthode Silva et le cœur de l'auto-hypnose de façon générale, c'est d'aller en transe, c'est être au niveau. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est le cœur. C'est diminuer le stress, ne pas en créer de nouveau. C'est ça le cœur. Et bien, juste ça, on arrive à se stresser, à se dire, ouais, mais ça, c'est pas assez. Tu sais, c'est cette espèce de manque à se dire, je ne fais pas assez, je ne fais pas bien, je ne fais pas correctement. Est-ce que c'est une réflexion ou c'est des choses que tu as déjà, toi, pensé, vécu, ressenti ou entendu de la part des gens? Alors, déjà, est-ce que tu as eu la chance de rencontrer le père Justin Bellitz? OK. Donc, dans son cours, justement, alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un père franciscain, prêtre, et puis instructeur Sylvain. Et dans son cours, il distingue bien entre la méditation contemplative et la méditation, justement, ou un programme dynamique. Parce que pour lui, tout ce qui était contemplatif, c'était très important. Et ça, c'est justement ça. On se calme, on entre à l'intérieur de soi-même, on sent qui on est, on se sent bien. Oui, justement, comme on dit dans le texte, c'est un état merveilleux d'être en pleine relaxation. C'est un état de bien-être très sain. Donc, simplement se relaxer peut suffire pour un but.
On n'a pas besoin de toujours programmer quelque chose. Ouais, mais tu vois, c'est pas. Tu vois là, quand tu me dis ça, d'un coup, moi, j'ai eu l'image du zen. Et en zen, on nous disait, les bouddhistes zen, ils disent juste assois-toi. Ouais. C'est ça, le fondement de Zazen, c'est de dire juste assois-toi. Et je dis, ok, je m'assois et après, je fais quoi? C'est tout. Mais non, je fais quoi? C'est tout. Laisse passer tes idées. Oui, ok, et c'est tout. Et en fait, ce juste t'asseoir, ce juste être là. Donc, en gros, retrouver ta présence, retrouver ta conscience, retrouver, mais sans le chercher, tu vois. Tu as l'intention de départ, je vais retrouver mon centre, je vais m'apaiser, je vais enlever le stress en tout cas, mais rien d'autre. Et c'est pas quelque chose qui est forcément hyper simple, et d'autant plus, je pense, aujourd'hui, dans une société hyper connectée, où on a l'habitude d'avoir notre téléphone portable d'un côté dans la main, de l'autre côté, on est en train de boire son café, et pendant ce temps-là, je suis en train de te parler. C'est compliqué de se déconnecter, de se déconditionner, de se dire, je fais peut-être une chose et il n'y en aura pas deux. Et il ne va pas y avoir des pop-up, des petites fenêtres dans ma tête qui disent, il faut que je fasse ça, il faut que je programme ça, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. Juste retourner à un centre. Ça paraît anodin, mais si on reprend le sport ou si on reprend le moment où vous allez faire une présentation ou autre, et j'en parlais parce que j'ai fait un podcast avec un copain où on fait un podcast d'arts martiaux, de hypnose et arts martiaux, et il me disait, les moments où ça a loupé en compétition, il était défocalisé. Il disait, j'ai eu plein d'éléments dans ma tête qui sont venus, qui ont parasité. J'ai bien aimé ce mot-là et je trouve qu'il est très juste. Il parasite mon intention, mon orientation, mon truc. Et cette notion de pouvoir juste faire peu, être présent, être là. Et d'ailleurs, nous, dans le combat, souvent, on a peur avant. Tout le monde a peur. Hein. On a peur quand dans un ring, dans une cage ou sur un tatami. Et au moment où ça commence, il y a eu le premier coup, le premier moment où on saisit la personne, il n'y a plus de peur, il n'y a plus rien. On est dans l'instant. De toute façon, on ne peut plus anticiper. Le coup, si on l'anticipe, on va se le prendre. Donc, c'est hyper intéressant. La présence ramène à ce moment-là à juste cette simplicité de se dire, il n'y a plus de parasitage parce que je suis focalisé. Or, auto-hypnose et hypnose, le modèle et l'idée de base, c'est sélectivité de l'information pour se focaliser dessus et travailler la suggestibilité, donc la capacité dans cette focalisation à développer l'impact de l'idée, du concept, de l'imagination et ou de la visualisation qu'on va avoir à ce moment-là. Et c'est là où tu te rends compte que ça paraît rien. Et nous, en Sylva, on le fait hyper couramment, mais peut-être parfois, on est tellement, et on en avait déjà parlé de ça, à vouloir faire des choses parce qu'on a plein de techniques et parce que c'est trop cool en fait, c'est marrant, c'est comme si on avait une boîte à outils, on pouvait s'amuser, mais on oublie parfois juste d'être présent, d'être là, de ressentir, de percevoir, etc. Juan Silva, le frère de José Silva, insistait beaucoup sur le fait que même si on avait programmé depuis très longtemps, il fallait au moins une fois par semaine faire juste la relaxation profonde. Où effectivement, il n'y a aucune programmation, c'est juste relax, plus loin à l'intérieur, physique, mental, justement, sentir son corps. C'est très pleine conscience, en fait, la relaxation profonde. Et il disait effectivement, et si vous ne continuez pas à renforcer ça, comment est-ce que vous êtes sûr quand vous programmez que vous êtes au bon niveau? Parce que souvent, on est juste, OK, 3, 2, 2, 2, 1, 1, je programme, boum, 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 boum. Et petit à petit, on n'a pas la même profondeur, on a même on n'a plus le même focus. Donc, je crois que c'est une très bonne idée de faire juste relaxation profonde de temps en temps pour se centrer. Mais ça, toi, je sais que tu le dis parce qu'en cours, je me souviens que tu le disais. Tu disais régulièrement retourner à faire. Alors, tu disais pas toutes les semaines, mais je crois tous les mois. N'hésitez pas, surtout au début, à refaire la relaxation profonde. Pour ceux qui veulent, il y a José qui guide sur Internet. Il y a un YouTube qui a repris José. Moi, je sais que c'est dans mon téléphone et je me le fais super régulièrement. Donc, régulièrement, Alors, ce qui est cool avec José, moi, j'adore, c'est qu'il est speed. Ça d'ailleurs, tu vas certainement me corriger quand je bosserai ce week-end, mais lui, il va vite. Moi, je trouve que vraiment, il lit vite. Ok,
il a un rythme qui est hyper soutenu comparé à d'autres que j'entends, bah, notamment Ed Ed qui est beaucoup plus calme, ou toi qui va. Toi, tu as un rythme. Ouais, tu as un rythme et tu es moins rapide que José quand tu dis. José, lui, c'est vraiment monotone, en fait. Monotone, mais il est assez rapide, je trouve. Il va plus vite que d'autres. Tu sais, c'est comme si les enchaînements se faisaient naturellement. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors moi, je l'écoute beaucoup parce que c'est un rythme qui me va bien. Et il a quand même des longues... Ça dépend de l'enregistrement, mais moi, je me rappelle, en faisant le cours live avec José, que les pauses étaient énormes. Justement, quand on fait une relaxation de la tête. Donc, longue pause. Longue pause. Donc, ça donne le temps de prendre ça sur soi-même. Il se peut que, tu vois, et ça, c'est super intéressant ce que tu fais remarquer. Et là, on revient sur ce qu'on a déjà abordé à un moment, que José, il n'était pas toujours hyper fan forcément des enregistrements, parce qu'il voulait justement qu'il y ait une espèce de vibration et de truc entre nous et les gens. Et il est possible, effectivement, qu'on n'ait pas le même rythme quand on fait un audio, quand on l'enregistre, que quand il y a du monde en face de nous et que peut-être, pour plein de raisons, on voit des choses qui se passent et on laisse du temps. Il y a plein de choses qui se passent. Je pense que tu as raison. Je pense que l'audio, moi que j'écoute et que j'ai vraiment écouté un paquet de fois, je te dis là, ça va vite. Hein. Ouais, ça va vite. J'exagère, hein, il n'est pas en train de... Mais il va plus vite que d'autres que j'ai entendus. Mais c'est un audio. Et un audio, ça veut tout changer. On va pas tarder là à se prendre la pause pour nous, quoi, couper à ce moment-là. Un élément qui me vient en tête, juste par rapport au fait que tu aies parlé de Justine, je vais relire son bouquin. Comme ça, on se fera un résumé du bouquin de Justine. Pour vous mettre un peu en avant Justine Belize, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est assez génial et que Lee fait venir, en tout cas qui faisait venir au moins une fois par an. Et sincèrement, si vous avez la possibilité de le rencontrer, surtout que là, il commence à avoir un certain âge et tout, il voyage encore beaucoup, je crois. N'hésitez pas. Il a arrêté justement pendant toute la pandémie. La pandémie. Il recommence là, je sais. Mais c'est quelqu'un, alors vraiment hyper congruent dans sa manière d'être et il partage vraiment quelque chose, une belle énergie. Après, il nous fait danser, bouger et tout ça. Bon, bref, ça, c'est pas trop mon truc à moi. Mais j'avais vachement aimé son séminaire parce que justement, c'était plein de super belles énergies et lui est hyper juste dans sa manière d'être ou autre. Donc, je vais noter ça, je vais relire son bouquin et avec Lee, on se fera un petit débrief du bouquin. Je vous mettrai en commentaire les références du livre si vous voulez l'acheter après. Je crois que Lee, tu le vends toujours hein, sur tes séminaires. Je ne sais plus ce que j'ai comme livre, hein, parce que je sais pas. Mais si je l'ai, je vais les amener au séminaire. Oui. Yes. Donc, là, on se prend on stoppe là pour pas que ça dure trop longtemps. Et donc, si vous avez des questions et des remarques, déjà sur tout ça, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube. Et nous, on revient dans 10 petites secondes.